l'émission sur les cultures et les artistes natifs originaires des pays d'Europe centrale et orientale. À la réalisation de l'émission, on retrouve Eric. Bonjour Eric. Et à mes côtés, Gabriel d'Antoine. Bonjour Gabriel. Bonjour Jérôme. Selon le dicton du jour, le vent de la Sainte Léa, les 3/4 de l'année couvrira. Eh bien aujourd'hui, on verra bien dans tous les cas. On retrouvera la météo avant le journal, ce sera vers 19h57. Aujourd'hui, on parlera cinéma, musique, les expos à voir absolument, sans oublier vos chroniques habituelles. Et puis côté invité, où est-il ? Il est en face de vous. Et oui, tout à l'heure, notre invité, ça sera toi, Jérôme. On va apprendre à mieux te connaître. Rendez-vous après le journal de 20h. Eh ben merci, je suis heureux que tu sois mon intervieweuse. Aujourd'hui on parlera cinéma. Oui, on vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre. Comme l'athlète allemand Armin Harry, le James Dean de l'athlétisme, spécialiste du sprint, double champion olympique aux Jeux de Rome en 1960 sur 100 mètres et sur le relais 4 x 100 mètres. Mais aussi le tireur sportif letton Afanassis Kuzmins, champion olympique de tir au pistolet sur 25 mètres aux Jeux de Séoul en 1988, le compositeur bosnien, serbe et français Goran Bregović, qui travaille beaucoup sur les musiques de films d'Emir Kusturica comme Arizona Dream, Underground XXL, le cosmonaute russe Moussa Manarov, qui a passé 365 jours, soit un an donc, sur la station Mir, un record. Bon anniversaire aussi à la rameuse roumaine Ioana Badea, championne olympique en 4 de couple avec barreur aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Notons notamment qu'elle a aussi entraîné de 90 à 94 en France l'aviron bayonnais, le tennisman autrichien Jürgen Melzer, qui a remporté entre autres Wimbledon et en double mix en 2011 avec sa femme, la Tchèque Iveta Benešová. Bon anniversaire aussi au pilote allemand Mick Schumacher. Et oui, Mick Schumacher, le fils de... lui aussi, il est né le 22 mars 1924. Il fête ses 100 ans aujourd'hui. C'est le plus vieux tennisman du monde, reconnu par le Guinness Book des records. Je veux bien sûr parler du tennisman ukrainien Leonid Stanislavski. Voici son histoire. Alors, Leonid Stanislavski a fait parler de lui alors âgé de 97 ans en devenant le plus vieux joueur du monde de tennis reconnu par le Guinness Book des records. Je l'ai dit, le retour ukrainien. Le joueur ukrainien a même réalisé son rêve en visitant la Rafa Nadal Academy, où il rencontra son idole, Rafael Nadal, en personne. Et en même temps, en plus, puisqu'il a joué face à lui, face à Rafael Nadal. Quand le conflit russo-ukrainien a débuté, Leonid Stanislavski a décidé de rester en Ukraine malgré les bombes. Leonid, c'est un magicien, on le retrouvera le 2 octobre 2024 dans le documentaire au titre évocateur Super Senior, ce film de Dan Loeb qui raconte l'histoire de sportifs et sportives, hommes et femmes âgés de 82 à 95 ans, qui se préparent pour les championnats du monde de la Fédération internationale de tennis. Parmi eux, Leonid Stanislavski, ils veulent vivre pleinement leur vie, frappant des balles et gagnant des matchs, des personnages hauts en couleur qui nous prouvent que le jeu, c'est la vie. Quelques images signées par l'ITF de Leonid Stanislavski. Сейчас очень сложная ситуация. Война, нападение России на Украину. Я приехал сюда, я единственный с Украины. У меня не было даже флага Украины. Я здесь встретил украинцев, Катю и Эстера. Они подарили мне флаг. Играть во Флориде, в Соединенных Штатах, это большая честь. Здесь находиться, перелет. Все для меня непросто, учитывая возраст. 98 лет. В сегодняшней игре наибольше мне понравился американский теннисист. Он на 8 лет моложе меня, но очень красиво играет. Это была очень красивая и напряженная игра.
Для меня теннис, и я уже не раз об этом говорил, это жизнь. Я не мыслю себе в этом старом возрасте жить без тенниса. Конечно, в молодости у меня всякие были хобби и работа, но уже на старости лет для меня теннис – это жизнь. Jouer face à Raphaël Nadal, eh bien, c'est sur YouTube. Un échange qu'il faut vraiment voir. Vivement. Place à la chronique cinéma. Le festival à l'Est a récompensé ses lauréats. Oui, on vous en parlait dans Bienvenue à l'Est avec notre invitée Émilie Richel. La 18e édition, non, c'est pas celui-là, la 18e, pas encore, la 18e édition du Festival à l'Est a récompensé ses lauréats, parmi lesquels, dans la compétition Made in Normandie, le court-métrage L'homme à la Mercedes de Marine Lévéel, qui a été primé. Mention spéciale pour La photographe d'Alexander Graeff. Lors de la compétition à l'Est, le film Skidom 2123 de Tibor Banovski et Sarolta Chabot a reçu une mention spéciale, tandis que le film slovaque Photophobia d'Ivan Ostrochovski et Pavol Pekarsik a été primé. Voici la bande-annonce du film Photophobia. Да. Нет, только там сильно стреляют, мы не пойдем. И тебе тоже было страшно, Никит? Ага. Я даже элементарно уже зарахнулась. Что романтика – это красиво, романтика. А сейчас, если будет лететь, будет лететь везде. Ого, ого. Почему их интересовал именно первый день? Почему не второй, почему не пятый? Я сама не знаю. Un film primé, donc, à voir. Un autre festival va faire bientôt bouger Paris. Et oui, on le voit à l'affiche, on voit son affiche à l'écran. C'est le festival L'Europe autour de l'Europe. Il aura lieu du 2 au 15 avril prochain, fondé par Irena Bilic, qui a été l'assistante réalisatrice de Spike Lee. Entre autres, cette 19e édition du festival L'Europe autour de l'Europe vous fera découvrir des films venus de toute l'Europe et dans plusieurs salles de cinéma à Paris. Le thème cette année, c'est Visage d'homme, visage d'histoire. Alors, le festival nous dit: la planète Terre est en profonde transformation, notre vision de l'avenir est empreinte d'espoir et de crainte. Dans les films, nous retrouvons la grande histoire. L'histoire monumentale, mais aussi l'histoire de notre vie. Parfois, avec ses visages et ses foules, le cinéma réussit à pressentir l'image du monde en devenir. En plus de rencontres, d'événements et d'hommages, eh bien, cette année, il y aura 3 compétitions: le prix Sauvage, le prix Présent et le prix Sauvage Corto. Pour le prix Sauvage, on aura 9 films, dont Sweet Dreams, de la réalisatrice néerlando-bosnienne Ena Sendijarevich, mais aussi le film autrichien Mein Satz d'Amina Henke et le film La femme sur le toit d'Anna Jadowska, un superbe film polonais que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première. C'est l'histoire de Mirka, une sage-femme d'une 60aine d'années à la vie irréprochable auprès de son mari et de son fils. Et pourtant, un matin, elle se lève tôt, elle étend son linge, elle achète de la nourriture pour ses poissons et tente de braquer une banque avec un couteau. Un geste désespéré qui l'oblige à reconsidérer sa vie.
Voici la bande-annonce. Ma pani u nas konto? Proszę pani, to jest napad. To jest jakiś żart? Uwaga, idziemy, przyjmij, zobacz na matkę. Facet mówi, że policja. Będziemy musieli panią przeszukać? Ale o co chodzi? Prawie to jakieś nieporozumienie, co ty? Wilka, coś ty zrobiła. Leczy się pani psychiatrycznie. Komu dałaś te pieniądze? Pytam się, komu dałaś te pieniądze? Mirka, powiedz, że to nieprawda, proszę cię. Czy jest ktoś nowy na zajęciach? Mamy tutaj taki tułał powitalny. Widać światło. To jest twoje wyjście? Ty jesteś jakaś taka inna. Starzy jesteśmy. Nie wiadomo, ile jeszcze będziemy żyć. Naprawdę? Tak chcesz teraz? Ah oui, tu aimeras aussi, et c'est certain. Un film réellement à voir, un film très émouvant, comme je l'ai dit. La seconde compétition, le prix présent, verra 10 films documentaires concourir, dont le film germano-arménien Landschaft de Daniel Köter et le film documentaire serbe Bottlemen de Nieman Vojinovic, le film documentaire slovène Zajeti Vzizviru. Je vais y arriver. Ou son titre en anglais Snatched from the Source de Maya Weiss est très troublant de par son sujet aussi. En 1942, une trentaine de bébés slovènes ont été sélectionnés et enlevés selon un processus de sélection raciale et sont inclus dans le programme nazi appelé Lebensborn, source de vie. Dans le cadre de ce programme, eh bien, des bébés ont été pris de force à leur famille à travers l'Europe, puis adoptés par des couples allemands fidèles au régime nazi. Plus que des mots, voici quelques images. So I did not know that Maria Goruchan was my biological mother. I did not know that I was born in Celje and not in Cili. I did not know that my grandfather was shot by the Nazis. Etwas ist ganz klar, es wird in diesen gemischten Völkern immer wieder einige rassisch sehr gute Typen geben. Hier, glaube ich, haben wir eine Aufgabe, die Kinder von denen zu uns zu nehmen, sie aus der Umgebung rauszutun. Und wenn wir diese Kinder rauben müssen und stehlen müssen. Ich bin ein Opfer des Nationalsozialismus, also das würde ich jetzt so bezeichnen, weil Lebensborn eine Institution war und ich wurde eben ausgesucht, weil sie meinten, dass ich gut genug sei für eine Germanisierung in Deutschland. Und dass mich deutsche Eltern eben auch erziehen sollten zu deren Ideologie. Überall, wo die deutsche Besatzung war, dann auch die SS mitgekommen ist. Und sie hat die Bevölkerung halt überprüft nach rassischen Gesichtspunkten. Man müsse Kinder aus diesen besetzten Gebieten stehlen. In 43 leta se 11 meseci sem bil tukaj. So me prišli posvojiti tule iz Belgije, krušni starši. Vem, da sem bil pri starših zelo priljubljen. Ko so me preko Mednarodnega Rdečega križa odkrili, da nisem jaz njihov, je potem zavladala neka turobnost v tej družini in je moja mutti bila strašno žalostna. Da habe ich gedacht, da hast du wieder eine unvollkommene Mutter, die nicht das Interesse hat, nach ihrem eigenen Kind zu suchen. Also ich habe sie eine Zeit lang, also ich kannte sie ja gar nicht, gehasst. In ta krušni oče pa je bil tako prizadet,
Ni mogu to verjeti, da oče živ. Pravi, da to ne more biti, ker v dokumentih je bilo napisano popolno siroto, brez staršev. Na eni strani mi je to neka življenjski cilj bil, da vidim ta kraj. Na drugi strani sem pa žalosten, ker se spominjam, kako je morala trpeti, preden je umrla. This is the first time I see a picture of my mother. I've never seen a picture of her before. N'oublions jamais. La dernière compétition, et non des moindres, pour le prix Sauvage, Corto, eh bien, il réunira 25 courts-métrages en compétition, parmi lesquels on trouvera le film ukrainien Under the Open Sky de Pavel Bouriak, mais aussi le film d'animation La Légende de Goldhorn, signé par la Slovène Lea Vučko, ainsi que le film The Ghost You Draw on My Back, film du Serbe Nikola Stojanovic, et enfin le film Aziz, du Polonais Alexander Jamalek, avec Omaïd Kakar dans le rôle titre. C'est l'histoire, Aziz, d'un livreur de nourriture afghan vivant en Pologne. Il se prépare pour une nouvelle nuit de travail. Au dernier moment, il change ses plans et se rend à la fête d'anniversaire de son ami Michal. Les événements de la nuit mettent à l'épreuve la confiance d'Aziz envers son nouvel environnement. Voici la bande-annonce. یو بل شپه او یو بل کاري ساعت دا میرا دی هر څه به سم Hello, Aziz. Hi. How are you? I'm good. You wanna have some? No, thank you. Już otwieram. Aziz, voilà, un film qui va paraître comme 25 autres lors du prix Sauvage Corto à l'Europe, dans le festival l'Europe autour de l'Europe, un festival à aller voir donc du 2 au 15 avril prochain. On en reparlera de ce festival, l'Europe autour de l'Europe, et croyez-moi, c'est vraiment un festival de très très grande qualité. On va aujourd'hui, alors on a, comment dirais-je, c'est la semaine de la francophonie. D'ailleurs, la francophonie, on le voit à travers nos invités, ils parlent tous français, donc ne l'oublions pas. Et alors moi, ce que je me suis dit, comme hier c'était la journée internationale de la poésie aussi, donc il y a de quoi faire. Comment dirais-je? Je vais vous lire Les légendes de Prague. C'est un livre publié aux éditions Martin, et ça parle des légendes qui s'est passé donc à Prague, qui viennent de Prague. Et donc du coup, alors, faut pas que je me mange, oui c'est ça, il faut pas que je me mange comme si j'avais faim. Je vais vous parler donc de la fondation de la ville de Prague. Un texte qui est donc signé Édouard Petichka et qui a donc été traduit par Eva Janovsova. Dans la nuit des temps, un château fort en rondin entouré d'une palissade fortifiée se dressait sur la rive droite de la Vltava, sur un rocher élevé, baigné par les vagues agitées de la rivière. Cette demeure tenace comme la volonté des princes qui y régnaient reçut plus tard le nom de Vyšehrad, le château élevé. C'est là que le prince Przemysl, siégeant sur son trône de pierre et assisté de la princesse Libouchier, recevait les nouvelles de son pays. C'est là qu'il rendait la justice et tenait conseil.
Sous son égide, le pays se transformait rapidement. Les forêts denses faisaient place à des champs et au milieu de ceux-ci, d'industrieux manœuvriers préparaient l'habitat, construisant des enceintes fortifiées. Przemysl conseillait bien son peuple. Plus il y avait de fortins et de petits châteaux forts dans le pays, moins la population avait à craindre des invasions ennemies. En temps de guerre, réfugiés derrière leurs fossés et leurs remparts, ils avaient stocké les vivres et rassemblé le bétail. Les gens pouvaient défendre leur vie et celle de leur famille. La tribu des Tchèques s'agrandissant, il lui fallait trouver de nouveaux lieux d'implantation. Quand la question se posa de choisir un site nouveau, la princesse et prophétesse Libouchier déclara « Fixez-vous là où vous trouverez ces 4 éléments en harmonie, une terre fertile, une eau pure, un air vivifiant et des arbres qui vous offriront leur bois pour vos foyers et la douceur de leur ombre. Si l'harmonie règne entre ces 4 éléments, vous serez à l'abri de la misère. » Beaucoup de familles suivirent le conseil de la sage Libouchier. Leurs champs portaient des récoltes abondantes, leurs troupeaux se multipliaient et une fumée joyeuse s'échappait des cheminées de leur nouvelle demeure. Un jour, Przemysl et Libouchier visitèrent Libouchine, le domaine de la princesse. Entourés de leur suite, ils montèrent à l'endroit le plus élevé du château. L'heure était avancée. Dans la lumière du couchant, ils contemplèrent le paysage alentour marqué par l'empreinte de l'homme. Les champs alternaient avec les habitations et les pâturages. La forêt avait reculé vers l'horizon et s'y dressait comme une garde vigilante. Le soleil incandescent allait s'y coucher, projetant l'ombre du château vers l'est. La princesse se tourna vers les ombres bleuâtres et tièdes, annonçant l'approche de la nuit. Et soudain, un grand calme régna sur la terre et dans les airs. Les hommes de la suite restèrent muets. Le vent retint son souffle, et dans les feuillages, les oiseaux cessèrent leur chant. La princesse tendit le bras vers l'est, et, comme si elle touchait quelque chose dans les lointaines nues vespérales, elle remua légèrement les doigts et parla. « Je vois un grand château, dont la gloire monte jusqu'aux étoiles, dissimulé dans de profondes forêts. L'endroit est borné au nord par la vallée du ruisseau Brousnice et au sud par une puissante colline rocheuse. La rivière Vltava se fraye un chemin à ses pieds. C'est là qu'il vous faut aller. Au profond de la forêt, vous trouverez un homme en train de tailler le seuil de sa maison. Voilà où vous édifierez un château que vous nommerez Praha, d'après le mot désignant le seuil. Et comme tout seigneur baisse la tête pour franchir le seuil d'une demeure, ainsi les plus grands de ce monde la baisseront-ils devant ce château. » Le prince Przemysl et ses hommes tournèrent leur regard dans la direction indiquée, mais ils n'y virent que la nuit tombante. L'avenir y était scellé comme une pierre précieuse dans la roche. Un moment encore, la blanche main de la princesse resta pointée vers les lointains. Puis, l'esprit prophétique l'ayant abandonné, l'éclat de ses yeux s'éteignit. Et ainsi qu'il en va pour les prophètes et les poètes, lorsque l'exaltation de la princesse faiblit, l'enthousiasme gagna ceux qui l'avaient écouté. Sans plus tarder, ils s'apprêtèrent à prendre la route. Le lendemain dès l'aube, les envoyés s'en allèrent vers l'est, à la recherche de l'endroit que la princesse avait désigné. Ils traversèrent la vallée du ruisseau, se heurtèrent aux puissants rochers, puis entrèrent dans la forêt profonde, d'où venait le son des coups de hache répétés. C'est ainsi qu'ils trouvèrent l'homme qui taillait le seuil pour sa maison. Sans hésiter, ils se mirent à l'œuvre. Ils abattirent des arbres, construisirent des cabanes en rondins, élevèrent des remblais. Ainsi fut érigé sur la rive gauche de la Vltava le château de Praha, en bois comme celui de Vyšehrad, mais plus vaste et plus majestueux. Le nom de Praha courut de bouche en bouche à travers le pays, et les marchands étrangers le répandirent dans des contrées lointaines. Voilà donc la fondation de la ville de Prague, Praha en tchèque. On va passer à la musique. Bah oui. Avec les charts. C'est parti pour les actualités musicales de la semaine.
dont je vous rappelle le concept, découvrir les chansons en langue originale de toutes sortes de musiques venues de l'Est. Et quel plaisir de diversifier ses écoutes. D'ailleurs, une petite pensée encore une fois à Kok Jigouli, le clip ouzbek dont je vous ai parlé il y a 3 semaines, car il a atteint maintenant le top 1 mondial des clips musicaux sur YouTube, avec 80 millions de vues, et c'est très rafraîchissant. 80 millions de vues en 4 semaines. Ouais, vraiment bravo. Bravo, bravo. Et ben maintenant, il suffit plus que de le passer sur toutes les ondes de la planète. Donc on va d'ailleurs rester bien à l'est avec ce clip qui a fait top 1 YouTube en Mongolie. C'est Jinguitsen Pujin de Rocket Bay avec 1,2 million de vues en 9 jours. On y voit un homme cosmonaute militaire qui fait sérieusement son job de pilote dans son vaisseau stylisé. Tout semble être sous contrôle, il répare, il s'occupe, il s'entretient, lui et ses appareils. Il y a pourtant quelque chose qui cloche, il est seul et ça le pèse. Ses instruments de communication n'indiquent pas de signal avec la Terre. Une fois son travail de routine effectué, il s'occupe comme il peut, partie d'échecs contre lui-même, lecture, écriture, pompe et abdos, mais ça ne suffit pas. Au fur et à mesure de la vidéo, il perd pied au point où il perd complètement la tête. Il se bat contre un ennemi invisible, se parle à lui-même. On le voit se confier à une sorte de journal de bord filmé façon caméra de surveillance, où le nombre de journées d'émission défile. En effet, plus les jours passent, plus la musique évolue, et c'est le point fort du morceau, c'est que le chanteur arrive à partager un grand champ d'émotions avec sa voix et son débit de parole, mais aussi avec l'instru qui suit ces moments de doute, de désespoir, d'ennui et de routine. La musique est très intéressante et moderne, avec ce mélange d'électro et d'instruments basiques. On voit qu'il y a une histoire dans le son, notamment avec les différentes mélodies qu'il propose. Néanmoins, une unité subsiste au morceau, ce qui lui donne une identité unique. On reste encore bien à l'est avec le Kyrgyzstan et le morceau Dos de Nurlan Nasip. Sorti il y a 2 mois, ce clip aux 1,3 million de vues est un véritable film au scénario et répliques dramatiques. Il met en scène 2 frères, l'un traditionnel et plutôt sage, l'autre plus moderne avec ses bijoux, jeans slim et veste Canada Goose. On sent une grande tension au sein de la famille qui semble très tournée vers la religion. Ils veulent rendre fière la grand-mère qui les élève. On assiste pourtant à des disputes car ils tentent d'entretenir le foyer, chacun ayant sa méthode pour trouver des sous. Celui plus instable se fait influencer par l'argent facile jusqu'à participer à un braquage qui tourne mal, dans un moment de suspense en plein milieu du clip qui se transforme littéralement en film. Il tue une femme devant sa fille et comprend immédiatement son erreur fatale qui l'emmène en prison. Ce morceau joue sur les émotions, autant avec l'instru dramatique, genre guitare et violon, que dans les images à base de flashbacks de l'enfance des frères ou autres altercations théâtrales. Hormis les 2 acteurs, les plans du chanteur principal sont omniprésents et viennent entrecouper le déroulement du scénario. Il est filmé face caméra, en train de chanter de nuit devant sa grosse voiture anglaise, sur un échangeur d'autoroute, la ville au loin, se voulant sans doute une touche de modernité. Ces apparitions apportent un côté un peu kitsch au clip, où finalement tous les traits sont très grossiers et exacerbés. Ils ont voulu se faire un film, même si tout le monde surjoue un peu son rôle, notamment le rôle vu et revu du bad boy sur fond de manque d'argent. Néanmoins, il partage un réel message sur le passage à l'âge adulte, où les valeurs d'amitié, de dignité, de racine et de partage finiront par triompher. La rédemption se fait à la sortie de prison, où les frères se retrouvent. Direction la Croatie à présent, avec ce titre qui annonce la couleur, c'est Monster de Ralabrat et Booba Corelli. Un clip de mauvais goût qui a très bien marché quand même, Ah ouais alors qu'il est sur le point d'atteindre les 10 millions de vues en un mois. Ouais. Il a su se démarquer en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et Macédoine du Nord, où le morceau a fait top 1 Apple Music et YouTube. La recette du clip est très simple, à base de grosses voitures et de filles dénudées, avec gros plans sur leurs fesses façon twerk et autres danses suggestives. Les 2 mecs sont presque identiques avec leurs lunettes de soleil, grosses chaînes, montres dorées et doudounes blanches. Ils sont imperturbables et nous racontent avec de grandes mimiques de rappeurs leurs histoires de gangs, de criminels et de calages. Leurs références sont vues et revues alors qu'ils mentionnent marques de luxe, cocaïne, Red Bull, Villa sur mer, sans oublier le câlin à maman. Avec un peu de recul, ça en devient presque
amusant, exemple avec les décors minimes au fond de couleurs flashy, avec neige artificielle ou encore palmiers en carton. Tout est très binaire, les différents univers opposent le blanc et sa neige, le noir et sa pluie, ou encore le vert luxuriant et le orange aride. Néanmoins, je dois vous avouer que le rythme rentre dans la peau et il y a vraiment de quoi vouloir bouger. Et pour finir avec la nouveauté de la semaine, il s'agit de la chanteuse serbe Nikolija en featuring avec le rappeur Devito pour le titre Nije normalan lik. Avec 2 millions de vues en une semaine, le clip se place directement en top 1 Apple Music, Deezer et YouTube en Serbie et Macédoine du Nord. Les choix sont eux aussi efficaces, avec un couple au profil qu'on a souvent croisé, de l'homme à la cagoule, chaîne et montre dorée, et la femme un peu refaite aux cheveux longs et robe à paillettes. Il s'agit d'une scène de mariage qui vire au scandale. Il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas entre eux. Ils se disputent alors que les invités les observent depuis la fenêtre, dans l'attente de savoir s'ils se diront oui ou non. Il y a un vrai jeu d'attraction-répulsion entre eux. La femme lui reproche d'être un homme à risque et lui répond que c'est ce qui l'a attiré en premier lieu. Donc le va-et-vient de leurs embrouilles rend l'échange dynamique. Et la chanteuse est d'ailleurs elle aussi très expressive, en grande partie par sa gestuelle et ses longs mouvements jusqu'aux doigts. Néanmoins, l'ambiance est beaucoup moins dramatique que ce qu'on peut imaginer. Certains plans sont même très amusants, notamment en termes de symbolique. On voit le gâteau de mariage écrasé par son talon aiguille, ou encore le couple qui finit par tout plaquer pour se faire un fast-food à deux en éclatant de rire. Les sonorités sont elles aussi entraînantes et sympathiques, aussi orientales que la danse de la jeune femme, avec des tambourins omniprésents, des répétitions de mots, etc. Je vous invite vivement à les écouter, ils sont très stylés et tout en légèreté. Et nous, on va faire en sorte qu'on les entende. Alors, nous, on va passer, il est 19h32 sur Armada. Vous pouvez nous suivre, je rappelle, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur Star Stills TV. Nous passons directement à l'agenda. L'Institut culturel bulgare à Paris commence sa campagne littéraire avec l'opération Le voyage des livres bulgares, en soutien à la popularisation de la littérature contemporaine bulgare en France. Ce sera le lundi 25 mars au 360 Music Factory, au 32 rue Mira, dans le 18e arrondissement à Paris, le mardi 26 mars à 19h à l'Institut culturel bulgare, mais aussi le mercredi 27 mars à Strasbourg, à 18h30 à la librairie Les Bateliers, et le jeudi 28 mars à Lyon à 19h à la librairie Terre de Livres. Quel programme. Le Centre culturel de Serbie vous propose actuellement une exposition intitulée « Appelez-moi tendresse ». Je l'ai vue et elle vaut vraiment le détour. Cette exposition avec la galerie Štab de Belgrade présente les toutes dernières œuvres de deux jeunes artistes dont elle suit et soutient le travail, Miljan Stevanović et Rade Mutapović. Cette exposition représente une recherche artistique singulière, poétique, inspirée de la poésie noble, tendre et utopique de Jacques Prévert. Vision utopique d'harmonie en fleurs, serpents et poissons dans ce jardin unique aux couleurs vivaces et aux paysages organiques, où se trouvent également des animaux soigneusement sélectionnés dans la poésie de Jacques Prévert. Ils sont à la fois inoffensifs et sauvages, d'un symbolisme fort qui désigne des archétypes, des opposés éternels. L'amour et la haine, le bien et le mal, la tentation et le fruit défendu. La plus importante rétrospective consacrée à l'œuvre de Constantin Brancusi, en guise d'hommage au père de la sculpture moderne, ouvrira ses portes au Centre Pompidou le 27 mars 2024. Cette rétrospective événement présentera plus de 120 sculptures, mais aussi des photographies, dessins, films, archives, outils, ainsi que du mobilier de l'atelier de l'artiste. Elle réunit des ensembles de sculptures grâce à des prêts majeurs de grands musées internationaux, ainsi que l'ensemble des sculptures de Brancusi du patrimoine roumain. Fait inédit, une section de l'exposition est dédiée à l'ensemble sculptural de Târgu Jiu, la seule œuvre monumentale achevée par Brancusi et qui se trouve en Roumanie, son pays natal. Le Goethe Institut vous emmène au cinéma avec la prochaine séance du Kopfkino. Le mercredi 27 mars à 20h, au cinéma École Cinéma Club, vous pourrez voir Engelchen.
Petit ange en français, un film de Elke Misselwitz. Engelchen, c'est l'histoire de Ramona, une jeune femme hypersensible qui mène une vie discrète près de la gare d'Ostkreuz à Berlin. Grâce à une coïncidence grotesque, elle rencontre Andrzej, un jeune et beau Polonais qui vend des cigarettes au marché noir. Quand il tombe amoureux, la vie de Ramona semble prendre une tournure plus joyeuse. Cependant, ce bonheur inattendu se transformera en une chute inévitable et tragique. Voici quelques images d'Engelchen. Ich weiß nicht, wie man sich anzieht, um bemerkt zu werden. Ich kann nicht vorausdenken. Ich denke immer nur an das Jetzt und nicht an das, was sein wird. Hat sie noch nie jemand geküsst? Nicht einmal ihre Mutter. Angie, würden Sie bei mir bleiben, bis ich eingeschlafen bin? Ja. Wo ist mein Baby? Wir mussten das Kind mit einem Kaiserschnitt holen. Es war nicht lebensfähig. Engelchen, Petit ange en français, et ce sera donc le 27 mars à 20h au cinéma École Cinéma Club avec le Goethe Institut. Et puis aussi à noter que la projection sera suivie d'un échange avec Vincent Estelon, psychanalyste et professeur en psychologie clinique à l'Université de Paris. Donc, allez voir, c'est toujours très intéressant de rencontrer et de débattre sur tous les sujets. On passe à la littérature. Alors, il y a un événement, c'est pile poil dans 2 mois. Ça s'appelle la Nuit de la littérature. La lecture, c'est important, c'est très utile. Et le Forum des instituts culturels étrangers à Paris, plus connu sous le nom de FICEP, qu'on recevra sur ce plateau, fait en sorte depuis plusieurs années de faire connaître les auteurs de tous les pays avec la Nuit de la littérature. Elle aura lieu cette année le 25 mai, jour de la Sainte-Sophie. Un peu d'histoire. Créée en 2006 à Prague, en République tchèque, la Nuit de la littérature remporte depuis un franc succès. Le concept est simple. Une série de lectures d'auteurs étrangers est organisée dans un quartier de la ville, souvent dans des lieux insolites, parfois même inconnus des résidents. Au fil des années, le projet a connu de plus en plus de succès et a été exporté dans d'autres métropoles européennes, entre autres Amsterdam, Berlin, Bucarest, Dublin, Düsseldorf, Édimbourg, Londres, Kiev, Madrid, Milan, Sofia, Stockholm, Vienne et j'en passe. Depuis 2013, sur une idée du centre tchèque, le projet a désormais lieu à Paris. Désormais, depuis sa 10e édition en 2022, bien le FICEP a revu son format pour apporter encore plus de convivialité à cet événement. Désormais, la Nuit de la littérature prend place dans un lieu en rassemblant des auteurs et des autrices du monde entier. La manifestation a pour ambition de faire découvrir au public la richesse de la littérature étrangère, éditée par des maisons d'édition françaises. De la fin de l'après-midi jusqu'à la tombée de la nuit, une vingtaine d'auteurs étrangers se rassemblent pour faire découvrir une de leurs œuvres traduites récemment en français ou écrites en langue française et animées par des spécialistes littéraires avec l'aide de traducteurs. Ces rencontres de 20 minutes en plein air permettent d'échanger avec ces auteurs et autrices venus du monde entier, accompagnés par leur maison d'édition française. Aujourd'hui, le FICEP essaye d'amener d'autres aspects culturels à l'occasion de cette nuit, tels que la musique ou la gastronomie. L'année dernière, c'était Milan Jelashkova, qu'on recevra, qu'on recevra la semaine prochaine. Et la gastronomie, et oui, parce que la bouffe, la cuisine, ça fait partie de la culture. Quoi qu'on en dise, c'est un tout comme le sport. Tout dans l'esprit d'une fête littéraire. Bref, allez-y, le 25 mai, notez ça sur vos agendas.
C'est très important et puis en plus, on se change les idées, ça apporte au voyage. On va passer alors, je me suis dit: «Tiens, on va lire des légendes, de Prague» et il y en a une que j'aime bien parce que ça s'appelle Rotlev et Rotlev, c'est un texte qui est, signé, Yann, si je ne m'abuse, donc que je ne me trompe pas, Yann M. Dolan et traduit par Evan Janovtsova et ça raconte l'histoire d'un bâtiment de Prague très connu, mais connaît-on vraiment son origine? Ça s'appelle Rotlev. Le Carolinum n'a pas toujours appartenu à l'université Charles. Ce bâtiment somptueux a un passé intéressant. Jadis, un riche bourgeois de Prague du nom de Rotlev possédait plusieurs maisons, des jardins et des vignobles. Voulant encore accroître ses richesses, il se fit accorder le droit d'extraction et se mit à prospecter les mines d'or de Gilové. Il embaucha des mineurs pour rechercher le précieux métal. Or, si toutes les galeries voisines en rapportaient à ses concurrents, celle de Rotlev ne fournissait que du minerai sans valeur. Le salaire des mineurs engloutissait petit à petit ses biens, et le fruit des fouilles était dérisoire. Tombait-on sur un filon d'or, celui-ci était si mince qu'il disparaissait aussitôt. Rotlev vendait maison sur maison, vignoble sur vignoble. Sa femme lui faisait des remontrances, lui représentant qu'il allait enfouir lui-même, le bien-être de la famille dans sa mine de Gilové. Mais Rotlev resta intransigeant. Loin de s'imaginer réduit à la mendicité, il spéculait sur ses richesses futures. À la fin, il ne lui resta plus de quoi payer ses mineurs. Quand ils le sollicitèrent, ils ne reçurent que des promesses. Son vieux serviteur arriva à cheval de Gilové pour lui annoncer que les mineurs avaient cessé le travail et voulaient porter plainte par devant le conseil municipal. Mais il lui raconta aussi son rêve. Un petit nain lui était apparu et lui avait désigné un endroit précis de la galerie. Quand le vieux serviteur se réveilla, il voulut demander aux mineurs de creuser à l'endroit indiqué. Mais ceux-ci avaient déjà abandonné le travail. Au moins venait-il instruire Rotlev de son rêve. Que voulait dire le nain en désignant ce rocher? Rotlev n'en douta pas une seconde. Le génie était venu lui montrer où trouver de l'or. Mais le bourgeois n'avait plus personne pour se faire prêter l'argent nécessaire aux travaux. Le dernier objet précieux qui restait à la maison était le voile de la mariée de sa femme, tissé de fils d'or et orné de perles. Sa femme, toutefois, ne voulait pas s'en séparer. Il le prit, le mit en gage et l'argent en poche, il s'en fut à Gilové. Il paya les mineurs et les exhorta à venir creuser le matin suivant. Mais il n'eut pas la patience d'attendre au lendemain. Dès la nuit, muni d'une lampe à graisse, il s'engagea dans la sombre galerie et essaya de creuser à l'endroit indiqué par le nain, sans résultat. Nul doute que le rêve avait été fallacieux. Triste, Rotlev abandonna la besogne. Assis immobile, il vit soudain, à la lumière de sa lampe, une souris qui voulait s'emparer d'un morceau de graisse qui devait servir à la lampe. Rotlev fut pris d'une rage longtemps retenue. « Mais cette souris minuscule veut me dévaliser, pensa-t-il. Il prit sa masse de carrier et la jeta sur la souris. Il la manqua. La masse vint frapper la paroi de la galerie et en détacha un morceau de roc. À la lumière de la lampe, quelque chose brilla à cet endroit. Rotlev approcha sa lampe et resta perplexe. Dans la lueur vacillante, il vit étinceler un épais filon d'or. Il fut saisi d'angoisse à l'idée de se réveiller pour constater que c'était un rêve. Mais c'était bel et bien de l'or. Du jour au lendemain, la fortune de Rotlev fut faite. Il redevint le riche bourgeois pragois qu'il avait été. La première chose qu'il fit lorsque sa mine d'or commença à lui rapporter de l'argent fut de dégager le voile de mariée de sa femme pour commémorer l'heureux hasard. Rotlev donna à la mine, qui avait refait son bonheur, le nom de Schloïr, c'est-à-dire que l'on nommait
alors, en Bohême, le voile nuptial. Grâce à son opiniâtreté, il put reconstruire sa maison pour en faire l'une des plus belles de la vieille ville. Au début du XVe siècle, sous le roi Venceslas IV, la maison fut transformée en collège universitaire et, depuis ce temps, sous le nom de Carolinum, elle fait partie de l'université Charles. Voilà pour la petite histoire de l'université Charles, comme quoi toutes les histoires ont des origines cachées. Il faut les découvrir. Il faut les découvrir. Ceci dit, quand je suis allé à Prague, c'est vraiment à voir. Il y a la ruelle d'or aussi à voir, et pas seulement les lieux touristiques, mais vraiment, plongez-vous, mettez les pieds dans la Vtava. C'est magnifique, l'eau est fraîche, je m'en souviens. Alors ça, ce qui se passe à Prague reste à Prague. Je ne vais pas raconter mes vacances quand même. Alors, on va passer tout de suite à la musique. Elle sera avec nous la semaine prochaine. On va parler musique traditionnelle bulgare. Et elle s'appelle Milena Jelashkova. Et la musique que vous allez entendre, eh bien, ça s'appelle Zagukala Migalabka. Et tout de suite sur le clip. Miga
Milena Jelashkova. Vous aurez le bonheur de la rencontrer dans Bienvenue à l'Est la semaine prochaine. Je vous dis, c'est une émission à vraiment pas louper parce qu'on va apprendre énormément de choses au niveau musical. Et Gabriel sait de quoi on parle quand on parle musique. Si vous partez ce week-end, sachez que demain matin, eh bien, la pluie et les nuages baigneront l'Europe centrale et orientale. De la pluie sur Varsovie, Prague, Berlin, Minsk, des nuages sur Kiev, Vilnius et Tallinn et Budapest, du soleil à Sofia, Bucarest, Zagreb et Skopje. Côté température, les matinales seront fraîches, 3 degrés à Sofia, Berlin et à Moscou, 2 degrés à Prague, 4 degrés à Bratislava et Košice, 6 degrés à Budapest, 5 degrés à Bucarest. Demain après-midi, peu d'évolution au niveau du ciel. En revanche, des températures presque identiques à aujourd'hui. 10 degrés à Berlin, 13 degrés à Prague, 17 degrés à Sofia, Bratislava et Košice, 20 degrés à Budapest, 19 degrés à Bucarest. Dimanche matin, ciel chargé, voire pluvieux sur le continent, avec des éclaircies au sud du Danube. Côté température, 4 degrés à Berlin, Bratislava et Budapest, 3 degrés à Prague et Sofia, 6 degrés à Bucarest. L'après-midi, le soleil montrera le bout de son nez un peu partout, partageant son temps avec les ondées et le ciel de traîne. Les maximales iront de 8 degrés à Berlin et Prague, 12 degrés à Bratislava et 11 degrés à Košice, 13 degrés à Budapest, 18 degrés à Sofia, 22 degrés à Bucarest. Nos amis roumains ont vraiment de la chance. Il y a du soleil chez eux. Et voilà, 22 degrés. C'était il n'y a pas si longtemps chez nous. Ouais, on est bien. Je pense ça que arrive bientôt, là. Ça arrive bientôt, là. C'est vachement pratique. Alors, eh ben, là, on va faire 5 minutes de bonheur. Il est 19h52. Eh bien, on va passer le clip de Naoum. Il est venu dans notre studio il y a de ça quelques temps. Et il avait interprété une chanson dans notre studio. Je vous invite à le redécouvrir. Naoum Blick. À tout de suite sur Armada. Magie. Ça s'appelle La Nuit, ce clip, cette chanson poème de Naoum Blick qui était avec nous il n'y a pas si longtemps pour son recueil de poésie dialecte qu'on peut toujours trouver dans les bonnes librairies. Oui, et puis j'y pense juste, Naoum Blick, en fait, il sera présent le 3 juin à un événement organisé par la Société des Amis de Victor Hugo, qui sera sur les phénomènes de la guerre aujourd'hui. Donc l'importance de la paix, on va parler de l'importance de la paix. Je dis on parce que c'est moi qui vais animer la table, j'en parlerai tout à l'heure. Comment dirais-je ? Et on va parler de l'importance de la paix justement dans cet événement, quoi. Enfin, parce que bon, la guerre ça tue des gens et comme on dit, il serait peut-être temps que ça s'arrête. Vive la paix. Il est 19h58 avec un petit peu d'avance. On va passer au journal de 20h avec un peu d'avance du coup. La compositrice polonaise Elżbieta Sikora récompensée. Oui, la compositrice polonaise Elżbieta Sikora a reçu le prestigieux prix du président de la République de l'Académie Charles Cros pour l'ensemble de son œuvre. Félicitations à elle. La cérémonie placée sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République française, et en présence de M. Jan Emmerich Rościszewski, ambassadeur de la République de Pologne, a eu lieu donc hier à l'ambassade de Pologne. Ce prix, accompagné d'un vase de sèvres, a été remis par un représentant du président de la République. Par ailleurs, le disque de concerto de Elżbieta Sikora du label Anaklassis a reçu récemment le prix Coup de cœur 2024 de l'Académie Charles Cros, déjà le choc de Classica 2023. Elżbieta Sikora, dont on a fêté récemment ses 80 ans, a reçu déjà de nombreux prix et décorations polonaises et françaises, notamment la médaille du mérite culturel Gloria Artist, la croix de chevalier de l'Ordre du mérite de la République de Pologne, le grade de chevalier de l'Ordre des arts et des lettres. Travaux otanesques en Roumanie. Oui, la Roumanie a commencé les travaux de construction de la plus grande base de l'OTAN en Europe, au bord de la mer Noire, à l'emplacement de l'actuelle base Mihail
Koganiceanu, qui sera justement agrandi. La famille Trump investit dans les Balkans. Jared Kushner, c'est son nom. C'est aussi le gendre de l'ancien président américain Donald Trump. Il veut investir plus d'1 milliard de dollars dans l'immobilier de luxe en Serbie et en Albanie. Affaire à suivre. Place à la poésie. Oui, cette semaine, c'est la semaine de la francophonie. Hier, c'était la journée mondiale de la poésie. Voici une petite lecture d'une immense auteure polonaise, Bronka Nowicka, extrait du recueil de poèmes Nourrir la pierre aux éditions Corti. Je te laisse dire le titre. Non, tu veux pas? Elle veut pas. Il s'intitule Le caleçon. Alors, le caleçon. Il aime le goût du genou, l'été il le mange directement par la peau et l'hiver à travers son caleçon jusqu'à ce que le pelage de coton se retrouve sur sa langue. Dans sa tête rivée sur son genou, l'enfant met de l'ordre dans les choses qu'il connaît. Les fourmis écrasées entre les doigts sentent le vinaigre, les papillons ont de la poudre, les taupes un frac. On peut faire rouler des boulettes de saleté sur la peau. Les vieilles personnes sentent le bortsch. Sous les ongles, il y a du beurre, dans lequel s'enfoncent les échardes. Les gens peuvent être bossus et fous, mais pas les chiens ni les oiseaux. En suçant son genou salé, l'enfant le sait. La seule chose qui sépare l'homme du monde, c'est la peau. C'est grâce à elle qu'il ne pénètre pas dans l'infini des choses. Bravo, bravo Bronka Nowicka, c'est un livre qui est publié donc aux éditions Corti, Nourrir la pierre. C'est traduit en français. Donc allez-y, lisez. Merci à toi pour cette lecture, Jérôme. Ben écoute, merci. D'ailleurs, oui, Ouais. vous le voyez présenter cette émission Oui. depuis le début de l'année. Mais est-ce que vous savez qui est réellement Jérôme de Courcelles? C'est la grande question. Ah bon? Jérôme, tu es journaliste et Oui. animateur radio depuis 30 ans. Oui. Réalisateur des émissions Micro-ondes positives animées par Éric Durand Oui. et Valérie Gaillard le mardi. Exact. Et du Barrio Show de Sébastien Barrio le jeudi. Oui. Toujours sur Radio Armada. Ouais. Mais sachons-le, tu es aussi auteur, scénariste, comédien, metteur en scène et coach en éloquence. Mhm. Mais dis-nous, Jérôme, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde artistique et journalistique? Ma mère. Bah, dis-moi en plus. C'est ma maman. En fait, écoute, un jour, elle s'est dit, tiens, je vais emmener mon fils, j'en ai marre, il est rouge comme une tomate, il ne parle à personne, il regarde ses pieds, il ne prononce aucun mot. Écoute, alors elle me dit un jour, viens avec moi, et puis elle m'emmène dans sa voiture, et puis je lui dis, mais où est-ce que tu m'emmènes? On roule, impossible de descendre de voiture, par conséquent, elle me dit, viens, je t'emmène au théâtre. Tu vas faire du théâtre. J'ai découvert les Compagnons du théâtre à l'âge de 8 ans. Et bien on m'a pris. Là, je suis à l'époque mannequin, j'ai 25 ans. On voit la grosse différence, les cheveux longs. Les bulles, ça c'est des dossiers presque. Hein. Et puis donc du coup, c'est là que je me suis dit, non, le théâtre c'est ma vie, j'adore être sur scène. Et du coup, ça m'a fait pousser des ailes en fait. Je me suis retrouvé jouer en fait dans Les Habits du dimanche avec François Morel. C'était à Clamart, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un one-man show, mais derrière il y a tout des musiciens, acteurs, et j'en faisais partie. Et puis il y a Victor Hugo et Tolstoï que je joue que je vais bientôt reprendre avec les lectures publiques au théâtre devant les auteurs aussi. J'ai eu le plaisir de lire Écube, qui n'était pas encore une pièce montée. Hein, elle était juste au stade de lecture. Et cette Écube, c'est donc de Matei Wisniewski, grand auteur qui, comme il en est, franco-roumain. Et puis après, ça a été les lectures aussi, et jusqu'à l'ambassade de Slovaquie qui m'a ouvert ses portes et pour pouvoir lire en fait. Et donc faire du théâtre. Il y a aussi la danse. Et la danse, je l'ai découvert tout seul. Là, ça, c'est quand je suis au théâtre en tant que clown. La danse, en fait, j'ai fait de la danse folklorique auvergnate. Ça s'invente pas.
Et ouais, et le groupe s'appelait Luca Brissou. Et c'était de l'Auvergne parce que ma maman est du centre de la France, mon papa est de l'Est de la France, donc du coup de la Bourgogne, Haute-Marne du Sud. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai découvert mes premiers pas de danse en folklore auvergnat. Et ça je me suis dit, bah écoute, il y a des choses, ça j'aime bien parce qu'en fait la danse folklorique, c'est une danse, une matière de danse, mais c'est quand même la base, puisque en fait, c'est la danse que dansaient tous les villageois. Et c'est ça qui est génial. Après, j'ai fait de la musique avec du sax. J'ai pris le saxophone avec mon professeur qui s'appelle Michel Martin, que je salue. Et puis la gare Margonvilloise, ça existe encore. Ils sont à Arnouville-les-Gonesse. Ils m'ont fait passer des concours de musique. C'est là que j'ai réussi mes premiers concours. Alors comme ça venait de toute la France, voilà, j'ai c'est des concours nationaux en fait, puisqu'ils sont organisés partout, au niveau français. Et c'est là que j'ai récupéré mes premiers cours, mes premiers concours, mes premiers prix dans les concours. De là, j'ai poussé, j'ai fait l'harmonie de Clamart dans les Hauts-de-Seine pendant 20 ans. Là, on a fait des shows à l'américaine avec de la musique, du chant, de la chanson, du théâtre. Du décor, on faisait descendre des cartons du public en moins de 2 minutes et on construisait des pyramides en fait en un temps record derrière en mettant un décor. C'est des trucs de fou. Et en tout cas j'adore. Si vous voyez l'harmonie de Clamart jouer, là je suis en train de chanter avec Aurélie Baumgart qui est une excellente chanteuse aussi. Et voilà, avec l'harmonie. Là, on est au Jardin du Luxembourg, sachant que c'est un orchestre qui se déplace sur toute l'Europe, voire le Québec aussi. Et puis, j'ai fait du chant lyrique, puisque la musique étant... j'ai fait un doc de musicologie, et puis du coup, je me suis retrouvé à faire du chant lyrique et avoir un professeur qui s'appelait Jean-Pierre, et qui nous disait, vous allez chanter, donc la technique, tout ça, comment on chante, la respiration, les appuis, tout comme au théâtre avec le conservatoire. Et puis là, moi j'ai chanté, on a chanté, je suis rentré à la chorale à tout cœur, et puis on a entre autres chanté le Requiem de Gabriel Fauré. Donc moi je faisais partie des ténors, et puis j'ai fait de la radio après, et c'est la Réunion qui m'a amené à la radio, l'île de la Réunion, et c'est là que j'ai découvert la première fois le journalisme, et ça fait 30 ans, et j'ai accroché complètement, quoi. Et avec les infos, les interviews, la météo, et puis les imitations, quoi. Ouais. C'est fou toutes ces expériences, il y en a un tas. Hein. Bah oui, je te dirais comme t'as taillé, hein. Mais oui, qu'est-ce que c'est ça? Moi, c'est un truc de fou, hein, comment dire. J'avais jamais connu ce Jérôme. Eh non, tu vois, tu découvres, hein, moi je dis pas tout. En tout cas, on est dans Bienvenue à l'Est, donc dis-moi comment ça fait ta rencontre avec l'Europe centrale et orientale. Eh bien, paradoxalement, mes premiers pas ont été faits à Malakoff. Et Malakoff, en fait, c'est une ville qui existe depuis 1883 et qui, en fait, tient son nom de la tour de Malakoff. Sauf que Malakoff, c'est en Crimée. Et ça, je ne le savais pas encore quand j'ai fait mes premiers pas. Après, à 10 ans, je faisais de la danse folklorique auvergnate, et je suis parti avec tout le groupe dans une ville. Et puis, en fait, juste avant nous, il y avait un groupe folklorique roumain. Ça a été mon premier contact. Je les voyais sauter en l'air, je me dis mais c'est pas possible, waouh, c'est génial. Et puis donc c'est resté en mémoire, et on a acheté le disque d'ailleurs. Et puis en fait j'ai eu aussi une correspondante tchécoslovaque. Elle cherchait un correspondant français pour travailler le français, et du coup je lui ai aidé à travailler son français. On a correspondu pendant 4 ans. Elle a fini postière à Brno. J'ai travaillé pendant un temps à la fonction publique, à la Poste aussi. Et puis j'ai arrêté. À un moment donné, elle a continué. Enfin bon, bref. Et quand j'ai travaillé à la Poste, en fait, tout me ramenait à l'Europe centrale et orientale. En l'occurrence, à la République tchèque et à la Slovaquie, puisque j'allais vers... Enfin, tout le temps, il y avait même le général Stéphanik, la place Stéphanik, puisque j'étais dans le 16e. Enfin bref, tout me ramenait à l'Europe centrale et orientale. Et puis là, on me voit donc Paris Film Academy. Ça, c'est une structure qui permet aux comédiens français, enfin aux comédiens et comédiennes francophones,
de passer, de travailler, d'essayer de travailler comment il faut se préparer pour les castings aux États-Unis et au Royaume-Uni. On amenait des coachs américains, des coachs britanniques, en l'occurrence Mitchell Danner, Mitchell Danner, c'est la coach de Penelope Cruz, James Franco, Chris Rock, et à côté, bien sûr, mon ami Gargana Dragueva, bulgare, mon ami bulgare, et que je salue, où qu'elle soit sur la planète. Voilà, c'est une femme extraordinaire qui sait gérer. Franchement, elle a fait découvrir à tout plein de monde, justement, elle a donné accès à plein de monde, justement, pour travailler encore plus et s'améliorer dans leur coaching et pour pouvoir travailler au niveau international aux États-Unis et au Royaume-Uni, quoi. Bah, écoute, que tu dois tout à la Slovaquie, c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontré. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Bah, déjà, mon retour à la radio. Parce que quand j'allais... j'ai eu un petit temps où franchement, bon voilà, c'était plutôt... c'était pas radiophonique à l'époque. Et ben écoute, j'avais un ami qui s'appelle Jacques Oflac, et qui s'appelle toujours Jacques Oflac, que je salue, et qui en fait un jour m'a dit: écoute Jérôme, viens à la radio, et parce que j'avais fait une conférence à Banska Bystrica, à l'université à Matei Bell. Et du coup, en revenant, on est passé par Bratislava, et avec mon ami Radka, on a été interviewé par Radio Slovaquie International, et je me suis dit mais c'est bien, c'est mon autre pays, ça, moi j'aime bien ça, la radio, j'adore. Et donc du coup, c'est comme ça que c'est revenu. Et puis la Slovaquie, bon, j'ai fait mes premières conférences là-bas, que ce soit à Banska Bystrica, ça a été sur l'interprétation des textes. C'est quand on lit une pièce et qu'on interprète. Voilà, c'est l'interprétation et des mots, et c'est vraiment du théâtre. Et puis aussi, j'ai fait aussi donc du coaching pour les interprètes slovaques en français à l'université Comenius de Bratislava. On voit une image. Moi, je suis à droite, les élèves sont à gauche. J'ai fait aussi des conférences sur les relations franco-slovaques. Merci Daniel Compagnon pour le livre qu'il a écrit avec Claude Ballage, d'ailleurs, à ce propos, puisqu'il m'a été une grande aide. Et moi, je racontais cette histoire, justement, ces relations franco-slovaques depuis l'Antiquité, puisqu'on a quand même il y a quand même des historiens qui recherchent, qui continuent à chercher. Il faut savoir que les habitants de Rhodes, par exemple, ils s'appellent les Ruthénois. Et les Ruthénois, c'est pas loin avec les Rutènes. Les Rutènes, c'est l'est de la Slovaquie, l'ouest de l'Ukraine. Les Volques aussi, du côté de Toulouse. Voilà, l'histoire, les peuples ont beaucoup bougé. Là, on voit Écube. Pourquoi Écube, l'affiche, on était nombreux. C'est la pièce de Matej Wisnek. Et puis donc, du coup, j'ai fait de la danse folklorique. Slovaque et tchèque avec un groupe magnifique qui s'appelle Nadeje, que je rêve d'inviter ici. Et puis le cinéma, parce que voilà, on a fait Le Retour, un film avec William Wagnial. Il s'appelle William Wagnial, et on a fait ce film Navrat. C'est un film franco-slovaque. Il y avait 12 nationalités sur ce film. 12. Et il y avait des Américains, Néo-Zélandais, des Français, un Serbe avec Sergei Filipenko, Laura Daboville, François Rostin qui jouait aussi. Il y avait 12 nationalités sur le plateau, et on parlait tous en français. Comme quoi la francophonie, tu vois, on est dans la semaine de la francophonie, c'est vachement important. Là c'est pareil, là c'est en Slovaquie, c'est à Comenius avec mon ami Stanislava Mojšová, la professeure à l'université, en interprétariat, que je salue. Et là je suis en train d'intervenir justement pour coacher justement les élèves. On leur dit des phrases et ils répondent et ils traduisent, et voilà, on leur dit en français et ils traduisent en slovaque. C'est un exercice qui est vraiment l'interprétation. Moi, je l'ai découvert, ce métier d'interprète. C'est là que je me suis dit, mais non, c'est vraiment dur.
parce que ce soit l'interprétation, mais même consécutive et simultanée, alors là, simultanée, j'en parle même pas, c'est un vrai sport, franchement. Et je comprends après pourquoi, en fait, les interprètes se succèdent, parce que c'est vraiment un sport, vraiment un truc, une chose très très difficile. Il faut beaucoup de talent pour le faire. Et puis, oui, bon, le cinéma, il y avait donc le retour avec le réalisateur William Wagner, qui m'avait demandé justement ce film sur cette personne âgée qui en fait a des différends avec sa fille et puis finalement va se retrouver. Et moi j'ai signé donc le scénario, j'ai fait script sur le tournage, faut dire, et j'ai fait le rôle du docteur. Donc j'ai essayé de on a fait ça et c'était génial. Et puis j'ai fait aussi une lecture de scénario au festival à l'Est. Là, juste en parenthèse, là, je suis avec Sylvain. Enfin bon, on est avec avec le groupe Nadeye. Là, on vient de finir de danser. C'était génial. Voilà. Et donc la lecture du scénario. En fait, c'est un scénario que j'ai fait sur l'histoire justement européenne, justement entre nos deux pays, entre la France et les pays slaves de l'Ouest au 7e siècle. Et j'ai fait un scénario que j'espère un jour faire en film et que j'ai lu avec le bonheur, avec les amis Alexis Dessau, Niki Naudet, Jean-Louis Tribe, Sébastien Lerez, enfin bon, plein de monde. Peter Lamarck, que je salue. Lui, il tourne avec Luc Besson. C'est vraiment, vraiment costaud et voilà. Non, c'est vraiment là, franchement, j'ai passé mes meilleures années. Il y a un truc, c'est que j'ai arrêté la danse. Pourquoi ? Parce que je me suis blessé et quand une cuisse ne veut plus bouger, que le genou ne veut plus répondre, que le corps ne veut plus répondre, pendant 1 an et demi, on ne bouge pas. Et quand je me suis dit, tiens, je vais revenir, et non, c'était trop tard, le genou voulait plus. Voilà, donc là, on est... Là, on a une Valachka. Ça, c'est la hache qu'on voit à la main. Alors ça, on se les lance. Si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, c'est la danse de Vagette. Et c'est vraiment un truc, c'est vraiment une danse où moi, j'adore cette danse-là. On court et tout, on tape et on se lance les Valachka à la tête. Enfin, à la tête. Faut se concentrer, parce que sinon on se tue. Mais non, ça va, la Valachka et les Gignols, je sais pas, ici. Non, toi aussi, t'en as d'autres en fait, avec... Je regarde Eric parce que... Voilà, alors là, je joue de la fouillara. La fouillara, c'est une grande flûte. Mais t'as tout fait, ça suffit. Et là, on présente ça à une maternelle au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine. Et voilà, et ça, c'est la fouillara, c'est typique de la Slovaquie. C'est pour ça que je tiens à en parler, parce que en fait, t'es obligé de faire corps et âme avec cet instrument. On comprend mieux que de rencontres. Voilà, ça c'est la lecture du scénario du scénario que j'ai signé. Bon, et aujourd'hui et depuis janvier, nous animons ensemble cette émission. Oui, à l'Est. Je te remercie d'être à mes côtés. Et c'est avec grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette émission ? Écoute, l'Europe. C'est l'Europe qui m'a emmené, parce que je me suis dit, on parle quand on regarde les infos, quand on entend parler, tout ça, on n'arrête pas, on entend toujours nos politiques en train de dire « Oh ouais, l'Europe, ok, d'accord. » Sauf que on se connaît ou pas ? Et en fait, j'ai remarqué que la méconnaissance en Occident des pays d'Europe centrale et orientale, que ce soit son histoire, que ce soit même l'égalité homme-femme, on est au courant de rien. Je vois par exemple pour l'IVG, et je le disais l'autre jour à l'antenne, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, on vient de la faire nous en France, mais il faut savoir qu'en Yougoslavie, à l'époque de Tito, en 1974, il l'avait inscrit à ce moment-là. Ça fait 50 ans. Donc, c'est vrai que nous, on connaît pas. En fait, même l'histoire de la Hongrie, l'histoire de l'Allemagne, je prends même les voisins, la Suisse, l'Italie, l'Espagne. C'est rare quand chaque pays connaît l'histoire de son voisin. Et pourtant, pour mieux comprendre
l'histoire de son propre pays, il vaut mieux connaître l'histoire de ses voisins. Et ça, c'est important. Ça, je trouve que c'est important. Et donc, c'est pour ça que moi, je me dis, mais autant qu'on parle, qu'on fasse connaître vraiment ces pays d'Europe centrale et orientale, qu'on limite parfois juste ah oui, c'est un homme, il boit, c'est une femme, ok, elle est belle. Non, c'est au-delà de ça. Il y a des vrais artistes, il y a une vraie richesse culturelle. Et il faut savoir que, je prends juste la France, il y a tellement de communautés européennes au sein de la France que en fait, ils apportent leur propre richesse. On parlait tout à l'heure de Constantine Brancusi, parce qu'on dit Brancusi, le S se prononce S, hein, comme dit Eric. Et puis, bref, il y a plein de monde, plein de gens qui sont nés en dehors de notre pays, qui ont apporté Romain Gary. Il est né à Vilnius, ça s'appelait Vilmomo à l'époque. Là, je suis en train de raconter un conte à l'AOTS, à l'Association des originaires et amis des pays tchèques et slovaques. Et en fait, on fête Mikuláš, c'est-à-dire Saint-Nicolas. Chose qu'on fête aussi dans l'Est de la France, par chez moi, chez mes ancêtres, sur la terre de mes ancêtres. Moi, je trouve que c'est ça. Il faut un vrai partage. Et cette émission-là, elle est faite pour justement partager des choses et vraiment apprendre à se connaître, parce que là-bas, c'est important. Si on se connaît, on s'aime, quoi. Si on apprend à se connaître, on peut apprendre à s'aimer, et puis pourquoi pas à tisser des liens. Donc voilà, c'est surtout ça. Puis alors montrer les artistes, parce que les artistes, il y en a plein. Et en plus, les nôtres, ils ont la chance de parcourir le monde entier. Je pense à Tania Angelova qui va venir bientôt sur notre plateau. Elle était dernièrement au salon à Ankara en Turquie. Il y en a plein qui bougent. Je pense à Ekaterina Cherkasova qui a fait notre première émission. C'est l'une des marraines de notre émission. Elle est aujourd'hui à Londres. Et puis d'autres, ils parcourent le monde entier. Et c'est vrai que quand ils arrivent ici, c'est que, voilà, quoi, ils nous offrent un peu de temps. Quand on voit les talents qu'il y a aussi, on voit l'Europe autour de l'Europe, le festival, tout à l'heure, j'en parlais. Et on parle, et vraiment, même au niveau du cinéma, c'est vraiment important de partager des choses et de faire connaissance. C'est surtout ça, quoi. Je te rejoins complètement dans ce projet. Rencontrer tous ces gens, de faire ces rencontres. Toi qui es né à Budapest, j'ai lâché le mot. Tu es né à Budapest, tu connais très bien la Hongrie, tu as voyagé toute ta vie sur toute la planète. En fait, on remarque que voilà, c'est pas, on a beaucoup d'a priori, mais on ne connaît pas. Non, c'est sûr, j'ai une certaine proximité avec Ouais. Et voilà, du coup, c'est bien. C'est aussi une très bonne plateforme ici pour pouvoir partager tout ça. Bah oui, surtout que Armada maintenant, c'est surtout toute la planète, hein. On s'occupe, je pense, à l'intégrale qui va vers l'Afrique, et on salue nos auditeurs, hein. Moi, je me dis que le partage, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ça peut apporter. Si on partage, on fait la paix. On fait la paix. Il y a pas. On n'arrête pas. C'est les méconnaissances qui font des dégâts. Donc, moi, je me dis, tant qu'à faire, autant qu'on se connaisse, qu'ils viennent. Après, c'est génial, hein, on boit des coups, avec modération, bien sûr. On mange, tout ça. Moi, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais arrêter de dire moi je, ça m'embête. Parce que je le dis jamais. C'est de faire une chronique cuisine. Mais je me dis, il n'y a pas de four. Bon, là, c'est Rabat qui va me dire, mais non, fais pas de la cuisine. Non, mais c'est vrai. Même la cuisine, ça, c'est elle passe par là. Quand tu prends un bortsch, quand tu prends un choulance en Slovaquie, voilà, il y a des repas, quand tu manges en Hongrie, voilà, c'est. Moi, ça me plairait typique. bien cette idée de... Ouais, c'est clair, mais c'est une heure de manger, quoi. Ouais. Et puis de donner des recettes de cuisine, pourquoi pas, tiens, on le lance. On le lance, on fait comme ça, la recette de cuisine, et puis comme ça sera top, on sera vraiment, c'est vraiment le partage, quoi. Côté actu, Ouais. lors de la radio, on te retrouvera donc bientôt sur scène. Bah écoute, oui.
puisque tu me dis. Ça fait tout drôle, tu sais, d'être invité. Comment dirais-je? Oui, alors, alors, le 27 et le 28 avril, je serai à la galerie Gustave dans une exposition qui s'appelle Art Trip, qui est organisée par Marlène Hu, où je vais interpréter des extraits de livres signés par des auteurs présents à cette exposition. Donc je ne sais pas encore combien de livres je vais lire, je ne sais pas. Je vais les découvrir. Je vais vous dire, c'est un challenge parce que ça va être je vois, je lis. C'est limite lecture presque en impro. Heureusement, j'ai mes profs qui m'ont donné un coup de main et qui m'ont bien appris. Et voilà. Le 25 mai, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la nuit de la littérature et je ferai partie, du coup, il est question que je fasse partie de la délégation slovaque pour la présentation du livre à lire pour la Slovaquie. Le 3 juin, avec la Société des Amis de Victor Hugo, je vais animer une table ronde à l'Hôtel de Ville de Paris avec des Ukrainiennes et des Russes sur les phénomènes de guerre de nos jours et parler aussi de l'importance de la paix. Et donc, il y aura Naum Blik, il y aura Yekaterina Igorevna, puis aussi et d'autres personnalités, une Ukrainienne, Victoria Ivankova, si je ne m'abuse au niveau du nom. Enfin bon, bref, il y aura vraiment... c'est un sujet très intéressant, ce sera l'Hôtel de Ville à l'Auditorium. Je vous convie à venir très nombreux. Et puis aussi le 8 juin, je présenterai une lecture publique d'une adaptation de 93, parce que le 8 juin 2024, ça va, c'est les 200 ans de la parution, les 150 ans de la parution de 93 en 1874. Et 93, c'est un livre vraiment à lire, puisque il y a aussi l'égalité homme-femme. C'est vraiment, c'est le dernier roman de Victor Hugo. Mais en fait, c'est comme un programme politique, ce livre. On aurait pu en parler avec Arnaud Laster et Daniel Gaziglia-Laster, le président de la Société des Amis de Victor Hugo et la secrétaire générale. Mais c'est vrai que c'est un vrai bouquin, c'est mon livre préféré en fait, c'est mon livre de chevet, j'avoue. Et puis après, je serai au théâtre où je reprendrai le rôle de Léon Tolstoï. Dans la pièce Hugo et Tolstoï sont de retour, quand Victor Hugo et Léon Tolstoï reviennent au XXIe siècle, deux personnes qui prônent la paix entre les peuples. Ils ne sont pas là déçus, ils ne savent pas ce que c'est que la télé, ils ne savent pas ce que c'est que... Enfin bon, il y a beaucoup de choses qu'ils découvrent. Imaginez des personnes du 19e siècle, et encore, Léon Tolstoï, lui, est mort en 1910. Donc, il a connu les premiers avions, pas les avions d'aujourd'hui, mais voilà. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de découvertes aussi, si vous ne connaissez pas ces deux auteurs. Allez les découvrir dans cette pièce, c'est très intéressant. Que d'actualité, vraiment, c'est la vie à fond en ce moment. C'est la vie à fond, il faut vivre, parce que si on vit pas, qu'est-ce qu'on s'ennuie, non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et puis c'est toujours toi qui mets en lumière les artistes d'habitude et ça fait du bien. C'est à ton tour. On parle de tes actualités. Et, je te remercie beaucoup. C'est pas rien. Je te remercie. Je voulais faire une surprise aujourd'hui. Je me suis dit, voilà, les événements ont fait que, et puis c'est tout. Merci encore, Jérôme. On te connaît un peu plus et on comprend mieux ton réel plaisir à découvrir et à inviter ceux d'Europe de l'Est. Je te remercie beaucoup. On va arrêter de parler de nous. Place aux artistes la semaine prochaine avec Milena Jelashkova, on vous l'a dit. Avec elle, nous parlerons littérature et musique traditionnelle des Balkans. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Francisco qui était à ta côté à la réalisation, et merci à Araba Baloul pour sa confiance. Salut Gabriel, merci encore pour toi. Salut Jérôme. C'était Bienvenue à l'Est. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une superbe semaine où que vous soyez sur la planète. Rendez-vous vendredi prochain de 19h à 20h30 dans Bienvenue à l'Est en direct sur Armada. Ciao.